Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Assemblage de pièces plastiques. Quelles sont les solutions existantes? Merci à Guillaume et Marie d'être présents avec nous. Vous aurez l'occasion de vous présenter juste après. Pour ce webinaire, nous allons vous expliquer plusieurs techniques d'assemblage de pièces plastiques. Plusieurs techniques d'assemblage de pièces plastiques existent, des traditionnelles aux plus modernes. Nous allons donc voir quelles sont les solutions existantes et les nouvelles tendances en termes d'assemblage de pièces plastiques. Alors pour commencer, quelques infos pratiques et rappels. Tout d'abord, tout l'audio est géré par votre ordinateur. Donc assurez-vous bien que votre volume soit réglé au maximum pour une performance optimale. Merci de couper toutes les applications du type Outlook, Teams pour ne pas être dérangé. Si vous travaillez à distance, outre les applications, merci de désactiver votre VPN. Et si au cours de la présentation, votre audio n'est plus synchronisé, il vous faudra tout simplement rafraîchir votre navigateur pour corriger le problème. Alors, premièrement, comment va se dérouler ce webinaire? Premièrement, il y aura 45 minutes de discussion entre nos experts. La présentation se passe évidemment en live, en direct. Et ensuite, à la fin de cette discussion, il y aura 15 minutes de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session. Donc, à savoir que la présentation sera disponible en version enregistrée après la diffusion et sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Alors, ce que vous voyez sur votre écran, c'est la vue d'ensemble sur ce que vous pouvez voir directement sur votre ordinateur. Donc, en haut à gauche, il y a la vidéo, donc vous nous voyez, nous, les intervenants. Au milieu de cette présentation, au milieu de votre écran, il y aura la présentation. En dessous de la présentation, il y aura le question-réponse, donc la partie où vous pourrez poser vos questions tout au long de la session. À droite, il y aura un bouton pour vous inscrire au prochain webinaire, qui est la suite de ce webinaire qui aura lieu le 13 octobre. Donc, vous pouvez cliquer sur ce bouton pour vous inscrire. Et vous aurez aussi à droite des liens utiles. Vous pourrez cliquer sur ces liens pour avoir plus d'informations. En dessous de ces liens, vous pourrez voir le descriptif de nos intervenants, donc Guillaume et Marie. Et enfin, vous aurez aussi la possibilité de demander un échantillon de Loctite 402 gratuitement. Donc, ce produit, c'est la petite nouveauté Loctite. Et vous pourrez cliquer sur ce bouton directement en bas à gauche. Donc, n'hésitez pas. Donc, tout d'abord, on va se présenter. Qui sont nos experts du jour? Donc, Marie, Guillaume, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Marie Letou, je suis ingénieure commerciale pour l'ouest parisien et le sud-ouest parisien. J'ai une douzaine d'années d'expérience dans le domaine du collage, dont 5 ans au sein de la société Henkel. Bonjour, Guillaume Derieux, je suis support technique chez Henkel Loctite depuis 2008, donc 14 ans. Et je suis aussi responsable du support technique pour l'industrie, pour la France et le Benelux. Et moi, je suis Elias Béchaed, donc je travaille au marketing chez Henkel Technologies et je suis ici pour animer ce webinaire. Donc, c'est la première fois que j'anime un webinaire et je suis très content de le présenter avec vous. Merci. J'espère. Donc, vous pouvez voir sur votre écran ce chiffre 7. Est-ce que vous savez à quoi cela peut faire référence? Nous, on sait parce que tu nous l'as expliqué avant. Mais Donc, cela représente l'industrie européenne du plastique qui se classe 7e en Europe en termes de contribution pour la valeur ajoutée industrielle, donc au même niveau que l'industrie pharmaceutique. Alors, sans plus attendre, on va commencer à voir quels sont les points que nous allons aborder lors de ce webinaire. Alors, premièrement, nous allons voir pourquoi assembler des pièces plastiques. Dans un second temps, qu'est-ce qu'un plastique et toutes ses variantes. Ensuite, nous verrons quelles sont les méthodes d'assemblage traditionnelles pour des pièces plastiques avec une petite démo pour imager cela. Et enfin, comment encourager l'innovation dans le collage plastique avec toutes les nouvelles solutions d'assemblage des pièces plastiques. Et nous finirons également par une session questions-réponses comme je le disais précédemment. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long de la discussion et nous y reviendrons à la fin. Alors on va commencer avec la première partie de ce webinaire. Pourquoi voulez-vous assembler des pièces plastiques? Marie, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi aujourd'hui certains industriels ont le besoin d'assembler des pièces plastiques? Oui, avec plaisir. Donc, comme vous pouvez le voir, au quotidien, les plastiques sont partout. Depuis le dernier siècle, de nombreuses nouveautés, de nouveaux développements ont été faits avec cette typologie de solutions, tout ce qui est plastique, et donc nécessité d'assembler cette typologie de pièces. Dans le cadre de développement de produits, vous avez dû certainement être confronté à la nécessité d'assembler des matériaux
de différentes natures, dont des plastiques, assemblés par exemple avec du métal, du bois ou d'autres matériaux, ou vous avez même peut-être été confronté à l'assemblage de plastiques de différentes natures chimiques. Donc nous allons voir ensemble comment choisir le bon processus pour assembler ces matériaux. Il existe plusieurs solutions. Donc on va les choisir en fonction des typologies de pièces, des géométries de pièces que l'on souhaite assembler, en fonction des contraintes externes. Et puis nous verrons aussi au cours de ce webinaire quelles sont les différentes tendances dans le domaine de l'assemblage plastique, puisqu'il y a quand même quelques évolutions, notamment dans le monde du collage que nous verrons avec Guillaume au cours de ce webinaire. Donc comme je vous ai dit, les plastiques sont partout, on les retrouve dans de nombreux secteurs. Pour vous donner une idée de la taille de ce marché et des besoins, au niveau de l'Europe, on a une demande de l'ordre de 50 millions de tonnes de transformation de matière plastique, ce qui montre donc que ce matériau est quand même particulièrement utilisé. Alors pour quelles raisons? Ce matériau a des capacités et des caractéristiques tout à fait remarquable pour être utilisé dans ces différents secteurs. C'est un matériau qui va être polyvalent, il va également être durable, il va être léger. Donc ça, on peut le retrouver notamment dans l'industrie du transport pour alléger les structures et donc faire des économies sur l'énergie, par exemple, ce qui est assez d'actualité pour le moment. Ils sont aussi très économiques et incroyablement adaptables. C'est pour cette raison qu'ils sont très utilisés dans l'industrie de manière générale. Au niveau des dernières tendances, on peut observer une tendance vers des solutions plus green, en lien avec la protection de l'environnement, donc des développements de nouveaux plastiques recyclables ou des plastiques qui vont être reformulés pour être moins on va dire dangereux ou contraignants, avoir une marque sur l'environnement plus faible, que ce soit au niveau de la fabrication ou de leur utilisation. Alors voici un cas concret d'assemblage de pièces plastiques pour lequel les adhésifs Henkel ont permis de répondre aux exigences du cahier des charges. Donc Marie, tu pourrais nous expliquer cette situation? Oui, alors nous avons été contactés par un fabricant qui souhaitait réaliser des nouveaux systèmes de signalisation en mer. Le principe était en fait de coller deux pièces de polycarbonate entre elles avec des surfaces inégales. L'objectif étant d'obtenir un joint étanche au niveau des pièces. Donc plusieurs défis à compenser ou auxquels il fallait répondre nécessitaient d'avoir une vitesse de polymérisation assez rapide pour pouvoir limiter les coûts de production et l'utilisation du produit. Capacité à polymériser aussi des jeux importants. On avait du jeu entre les pièces, donc il fallait une colle qui soit en mesure de compenser ces espaces entre les pièces. Et aussi volonté d'avoir une compatibilité avec le polycarbonate, qui somme toute est assez simple à coller de manière générale. Mais là, c'était au niveau de la résistance aux environnements marins où on avait effectivement un défi à relever. On est sur des environnements humides avec du sel, donc une possible agression des matériaux. Donc je me tourne vers toi, Guillaume. Dis-nous quelle solution a été proposée dans ce cas. Alors, plusieurs solutions sont possibles, mais la solution qui a été validée est d'abord de nettoyer la pièce avec un produit qui est Loctite SF7070, puisque le polycarbonate se colle bien, mais il peut être fragile vis-à-vis de certains solvants. Et le Loctite SF7070 a été développé pour faire agresser justement les plastiques comme le polycarbonate ou le PMMA. Donc on nettoie la pièce de façon à enlever les saletés ou les agents démoulants qu'il peut y avoir dessus. Et ensuite le collage se fait avec la Loctite HY4090. Nous passerons rapidement dessus aujourd'hui. Mais enfin voilà, nous verrons d'autres familles de produits plus en détail aujourd'hui, mais ça permet d'en parler. On est sur un produit bicomposant qui a une prise assez rapide. On peut manipuler les pièces en général en 5-6 minutes, qui a une consistance un peu gel, donc on va pouvoir prendre en jeu. On a une très bonne résistance sur le polycarbonate et à des environnements difficiles comme l'environnement marin. Donc ça va fonctionner tout à fait pour cette application-là. Merci pour ces explications. Donc, c'est vrai qu'avec votre expérience, vous avez dû en voir des différents cas.
Et nous allons tout de suite passer à la deuxième partie de ce webinaire, qui est qu'est-ce qu'un plastique et toutes ses variantes. Effectivement, alors je ne vais pas vous refaire trop en détail l'historique du plastique depuis sa création. Depuis le début des années 1900, on a des nouveaux plastiques qui sont arrivés, ou des plastiques d'origine naturelle ou synthétique, comme la celluloïde ou la bakélite. Et il y a eu beaucoup de formulations, d'améliorations depuis, pour, comme disait Marie tout à l'heure, obtenir plus de propriétés. Et c'est pour ça qu'on les retrouve vraiment beaucoup dans la vie de tous les jours. Donc on a amélioré, comme c'est noté sur la diapo, la flexibilité, la durabilité. On parle un petit peu de matériaux uniques. C'est un point important. Souvent, quand on nous contacte, on nous dit « je voudrais coller un plastique sur un plastique ou un plastique sur un métal ». Il faut savoir de quel plastique il s'agit. J'avais fait un petit décompte il y a quelques temps. On retrouve quelque chose comme une trentaine au moins de formules assez classiques de produits. Puis on va venir ajouter par-dessus des charges, des additifs, des colorants qui font que la collabilité est pas toujours aussi facile. Donc voilà, il y a de multitudes de types de plastiques différents. On va voir d'ailleurs dans la diapo différente comment essayer de les classer, juste pour se reconnaître un petit peu. Alors, comme vous pouvez voir sur la diapositive, il y a plusieurs façons de classer les plastiques. On peut parler de thermoplastiques, donc c'est des plastiques qu'on va mettre en œuvre en les chauffant. Ils vont ramollir, on va les injecter par exemple, et puis après ils vont se resolidifier quand ils vont refroidir. Ou on peut avoir des thermodurcissables, qui sont des plastiques qui, même s'ils sont chauffés, ne vont pas fondre, donc vont avoir plus de résistance thermique et souvent plus de résistance chimique. C'est une première différenciation qu'on peut faire entre les plastiques. On peut aussi classer les plastiques en fonction de leurs propriétés, de leurs performances. Donc, comme on voit sur la petite pyramide à droite de l'écran, on va dire les plastiques standards, PVC, polyéthylène, polypro, polystyrène, et puis après des plastiques de plus en plus techniques. L'aptitude à coller les produits ne vient pas forcément du fait que ce soit un thermoplastique ou un thermodur, ou qu'on soit sur un plastique standard ou un plastique haute performance. Faut vraiment regarder grade par grade, et puis les contraintes aussi qu'on a sur l'assemblage final pour savoir quelle solution utiliser. Alors, merci de nous avoir montré toutes les différentes familles de plastique. Et est-ce que tu aurais un exemple à nous donner pour l'assemblage des petites pièces plastiques? Oui. Alors ici on a un exemple effectivement d'assemblage de petites pièces plastiques et également d'un plastique qui est un plastique difficile à coller puisqu'on est sur du polyacétal. Alors pareil, dans les plastiques, les gens utilisent soit le nom chimique du produit, soit le nom commercial, donc Delrin dans le cas présent, avec du caoutchouc et du liège. Le client en fait faisait historiquement un blocage mécanique des pièces ensemble, mais ça manquait de résistance et de fiabilité puisque le blocage mécanique en fait ne permet pas de transmettre durablement des efforts importants. Le client cherchait aussi une prise rapide et puis avoir une solution bien d'un point de vue hygiène et sécurité pour ses utilisateurs, plus la possibilité d'automatiser. La solution qui a été choisie, c'est d'utiliser le Loctite SF 770. Alors là, il est en petit conditionnement. Aujourd'hui, on a sorti plutôt des petits conditionnements, mais il est en petit conditionnement là. C'est un primaire qu'on va mettre sur le Delrin pour le rendre collable avec une cyanoacrylate. On reviendra tout à l'heure un petit peu sur les solutions dans les cyanoacrylates. Et ensuite, on applique une cyano qui est celle-là, ou la petite sœur, je ne sais plus, celle-là, la 403, qui est une cyano en fait qui n'est pas étiquetée, je suis en train de tout faire tomber, mais on reviendra tout à l'heure sur les étiquetages des produits. Il y aura une question d'ailleurs à ce propos. Tu leur en as beaucoup dit là. Ah oui. Pour les plus grandes, pour les plastiques plus difficiles à coller. Alors, on est à nouveau sur un plastique difficile à coller, mais là, on est sur une pièce plus grande. Alors, c'est un plastique qui peut sembler qui a moins de propriétés, on va dire, mais qui reste difficile à coller, le polypropylène. Là, il est chargé avec 30% de fibres de verre. Ça le rend un peu plus simple à coller. Et en face, on avait une pièce de l'acier avec cataphorèse. Et le but dans cette application spécifique est de coller en fait des fixations sur des renforts en plastique.
Et le client, donc il y avait du jeu entre les pièces, et le client ne voulait pas faire de traitement de surface sur la pièce avant de la coller. Et donc la solution qui a été validée, c'est l'Octite AA3038 que vous voyez à l'écran, qui est un produit bicomposant qui va donc prendre en jeu et qui va réussir en fait à adhérer sur le polypropylène, même sans traitement de surface, et sur l'acier cataphorèse, tout en transmettant des efforts durables dans le temps, même en environnement sévère. Ici, on a besoin de résister au choc et puis à un environnement extérieur. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que c'est peut-être confidentiel, mais c'est sur une voiture. Okay. Merci beaucoup. Donc, comme nous avons pu le voir, ce matériau a de nombreux variants. Mais maintenant, quelles sont les différentes méthodes pour les assembler? En premier, on a les méthodes traditionnelles, Marie. Oui, alors effectivement, donc pour assembler les plastiques, différentes méthodes existent, des méthodes qu'on appelle conventionnelles ou traditionnelles, qui sont au nombre de 4. Vous avez donc l'assemblage mécanique. Donc assemblage mécanique, ça va être de l'assemblage avec des rivets, des vis, par emboîtage ou par emmanchement. On retrouve bien évidemment le collage. Donc collage va se faire aussi bien par des colles liquides comme on peut voir aujourd'hui, ou avec des rubans adhésifs. Vous allez retrouver l'assemblage thermique, donc on va venir chauffer la pièce pour venir souder les deux pièces plastiques entre elles. Et une dernière méthode qui existe, donc c'est le soudage au solvant, où on va rajouter donc un solvant qui va permettre de venir souder les pièces entre elles. Alors, dans le cadre d'un développement de nouveaux produits ou lorsque vous voulez faire évoluer la conception de vos produits, vous allez devoir choisir entre ces différentes méthodes. Donc le choix va se faire sur différents critères, la géométrie de la pièce, entre autres, bien évidemment les matériaux que vous souhaitez coller ensemble, la résistance mécanique souhaitée et environnementale, on l'a vu dans les précédents exemples, l'environnement est très important dans le choix aussi des solutions d'assemblage, et aussi éventuellement l'esthétisme. Il y a différents paramètres à prendre en compte. Alors, au niveau de ces typologies ces méthodes, quels vont être les avantages? Alors, si on prend par exemple la partie mécanique, l'avantage de l'assemblage mécanique, c'est que c'est relativement modéré en termes de tarifs. Et un autre intérêt, c'est que c'est assez simple à mettre en place, pas besoin d'avoir des opérateurs avec une formation spécifique pour ce genre d'application, ce qui fait que c'est aussi particulièrement utilisé. Pour la partie donc soudage, qu'elle soit thermique ou qu'elle soit solvantée, l'intérêt majeur, on va dire, va être purement économique et rapide. C'est des solutions qui sont assez rapides à mettre en place. Concernant le collage, le principal avantage des solutions de collage va être la possibilité d'assembler des plastiques de différentes natures, donc comme on a pu voir, il existe différents plastiques, et également d'assembler des matériaux de différentes natures, donc du plastique avec d'autres typologies de matériaux. C'est bien passant, on va le revoir après, mais le collage économiquement est parfois au même tarif que la solution assemblage mécanique. Tout à fait. Et parfois aussi rapide. Mais je te laisse parler. Je te remercie effectivement pour cette remarque, mais c'est effectivement le cas. Alors, qui dit avantage dit forcément inconvénient également. Alors, certaines de ces solutions peuvent être lentes. Je dis bien certaines. Si on prend par exemple l'exemple de la fixation mécanique, dans certains cas, il va être nécessaire de venir percer la pièce au préalable, donc ce qui va nécessiter un temps de manipulation des pièces avant de faire la fixation mécanique. Au niveau de la soudure, comme je vous ai dit juste avant, on est plutôt sur des méthodes assez rapides. L'intérêt du collage, c'est qu'on va pouvoir choisir en fait la vitesse souhaitée en fonction de la gamme choisie. Si on va par exemple sur les UV ou les cols cyanoacrylates qu'on va voir ensuite, on va être très rapide au niveau de la prise. Avec d'autres technologies, d'autres chimies de colle, on pourra adapter le temps de prise en fonction de l'application ou du process de fabrication, vitesse de la ligne, entre autres. Au niveau de la fiabilité, il faut savoir que les fixations mécaniques, par exemple, peuvent créer des contraintes sur les pièces plastiques à certains endroits, donc à l'endroit où se place la fixation. Et il peut aussi y avoir des zones de mouvement au niveau des pièces qui peut créer une défaillance à long terme. Guillaume nous fera une petite démonstration dans quelques instants pour bien comprendre le propos. On va le voir ensemble. Sur l'aspect mécanique,
Autre petit inconvénient, c'est que généralement les fixations restent visibles. C'est assez difficile de les cacher, ou il faut mettre des formes particulières pour essayer de rendre invisible, on va dire, la fixation. Au niveau soudure thermique, comme on a un apport de température, à certains endroits, on peut avoir un différentiel de pression et là aussi avoir des contraintes différentes selon la zone de la pièce. Avec le collage, là pareil, nous verrons avec la démonstration de Guillaume, on répartit les forces sur la surface de collage, donc on augmente la fiabilité du collage. Pour la partie complexité, on peut avoir des difficultés dans certains cas à assembler les pièces, notamment quand elles vont être de nature différente, du métal, du coup avec du plastique ou autre, ou quand on va vouloir assembler de plastique de matières différentes. Si on prend par exemple la soudure, les combinaisons de matériaux sont difficiles, voire impossibles. Pour la partie soudure au solvant, par exemple, on ne peut pas l'utiliser sur les thermodurcissables. Et on a aussi une difficulté, c'est qu'on ne va pas pouvoir, par exemple, combler des jeux au niveau des pièces. Donc ça complexifie éventuellement la géométrie des assemblages que l'on souhaite faire. Alors, tu as beaucoup parlé de la démo. Maintenant, t'as bien chauffé pour la démo. Donc, on va faire une petite démonstration pour comparer. Alors, on va coller juste des feuilles papier, mais ça pourrait être fait avec d'autres matériaux. Mais pour comparer, en fait, la tenue mécanique et l'esthétique, éventuellement la vitesse du process, entre alors une fixation classique. Là, on va prendre une agrafe, deux agrafes et... Alors comme quoi c'est pas toujours simple et ça s'enraye, c'est pas fait exprès. Ouais, tu vas m'en chercher un autre. On aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Les aléas du direct. Alors quand on a une deuxième, donc on va reprendre. Donc c'est pas toujours simple d'agrafer en fait. On reprend. Voilà. Et encore j'ai les bonnes agrafes, mais j'aurais pu avoir des mauvaises agrafes. Comme quoi c'est voilà, la solution mécanique est pas toujours simple. Et je vais faire un collage en face. Donc là, je vais utiliser la Loctite 401. On reviendra dessus tout à l'heure pour voir pourquoi j'ai fait ce choix-là. Je vais déposer juste une petite goutte de colle. Hop. Alors, vous voyez peut-être pas, enfin, si vous devinez, je pense, à cette distance-là. Je vais accoster. Je vais attendre quelques secondes. Hop. Je désassemble. Alors, je me rapproche histoire que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, c'est la pièce que je viens d'assembler. Donc, on a un côté agrafé d'un côté. Je ne sais pas si on voit très bien, en fait. Là, on voit mieux quand je suis incliné a priori. Ouais, grâce à la lumière. Ouais. Donc, en fait, on voit qu'ici, c'est agrafé et là, c'est collé. Et donc, je vais venir solliciter, en fait, l'assemblage et on va voir ce qui va lâcher. Hop là. Vous voyez, en fait, ce qui a lâché là, c'est l'agrafe. Puisqu'en fait, comme disait Marie tout à l'heure, on concentre les efforts très localement. On va transmettre moins d'efforts que le collage que j'ai fait à côté. Je vais enlever l'agrafe pour pas me blesser. Et si j'essaye de casser le collage, je n'y arrive pas, je force pour de vrai. Hein. Voilà, bon, si je réussis à tirer encore plus fort, je réussirai peut-être à casser le papier. Mais voilà, avec le collage, on peut avoir des liaisons très rapides, hein. On vient de le voir, puis on va y revenir tout à l'heure, très fiables, très, très rapidement. Et simplement. Au final, j'ai mis moins de temps pour faire mon assemblage collé qu'avec mon agrafeuse qui s'est enrayée. Merci beaucoup pour cette démo, Guillaume. C'était très, très intéressant. Et maintenant qu'on a vu ces méthodes d'assemblage traditionnelles, la question est désormais comment encourager l'innovation dans le collage plastique et quelles sont les dernières innovations de l'assemblage de pièces plastiques. Donc, quand je vois cette photo, je me dis qu'on peut retrouver les plastiques dans notre quotidien. Partout autour de nous, c'est bien ça. Oui, effectivement. Comme dit en préambule, effectivement, les plastiques sont partout. Ça, vous le voyez. Mais par contre, est-ce que vous saviez que vous aviez énormément de plastique collé autour de vous? Est-ce que vous avez déjà remarqué dans votre quotidien tout ce qui pouvait être adhésivé autour de vous? Si on prend un exemple concret, vous vous levez le matin, vous avez votre réveil qui sonne, votre réveil contient 2 coques plastiques qui sont collées entre elles. Vous allez ensuite dans la salle de bain, vous brossez les dents, vous allez retrouver un joint à l'intérieur de votre brosse à dents qui lui-même a été adhésivé.
Madame va aller dans la salle de bain, elle va se maquiller, elle va prendre son mascara ou son rouge à lèvres. À l'intérieur, vous avez des pièces qui sont adhésivées. On verra d'ailleurs un petit peu plus loin des applications cosmétiques. Le monde de la cosmétique est un très gros consommateur de colle. Et puis, pour finir, peut-être plus chez les messieurs, monsieur va se parfumer. Pareil, on va retrouver dans le flacon de parfum des colles pour, par exemple, coller des pièces à l'intérieur du bouchon. Donc, vraiment des applications partout, même là où on ne le suspecte pas forcément. Alors, nous allons voir un petit peu pourquoi nous allons choisir des solutions de collage. Et aujourd'hui, nous allons faire un zoom sur plutôt le collage instantané, rapide, même si à la fin de la présentation, nous reviendrons un petit peu plus largement sur d'autres solutions. Alors, le collage avec le collage instantané va permettre d'augmenter la productivité parce que ça va permettre de coller très rapidement, on l'a vu tout à l'heure, les pièces en quelques secondes, alors que les assemblages traditionnels peuvent être plus longs. On parlait tout à l'heure même des fixations mécaniques classiques. Il faut percer les pièces avant, et ça prend du temps aussi, puis visser les pièces, ça prend du temps également. Voilà une meilleure productivité grâce aux produits de collage instantané. On va pouvoir augmenter la fiabilité. On l'a vu il y a 2 secondes avec cette pièce-là. On va pouvoir transmettre plus d'efforts avec les collages instantanés que les fixations traditionnelles. Et on va zoomer sur quelques produits avec une durabilité, des performances mécaniques et environnementales assez particulières quand même dans le collage instantané, de façon à avoir un assemblage fiable et durable. Et dernier point qui a déjà été évoqué par Marie plusieurs fois d'ailleurs peut-être, le collage permet en fait d'assembler des matériaux différents. J'ai fait là papier-papier, mais j'aurais pu faire métal-papier. Typiquement d'ailleurs le métal-papier, j'aurais pu le faire avec la colle instantanée, l'Optique 401. J'aurais pas pu le faire avec la graffeuse. Donc voilà, il y a plus de polyvalence grâce au collage. Simplifier la conception, ça veut dire qu'effectivement, je vais pouvoir mettre un matériau noble ou choisir mon matériau en fonction vraiment des propriétés dont j'ai besoin. Ce qui peut permettre d'alléger les pièces, ce qui peut permettre d'avoir moins de coûts de matière première. On n'a pas besoin aussi d'avoir un jeu parfait entre les pièces, contrairement aux autres techniques d'assemblage qu'on a vues avant, puisque la colle peut combler le jeu entre les pièces, plus ou moins selon la colle. Pareil, on y reviendra après en détail. Donc pareil, ça fait plus de tolérance sur la fabrication. Et on va voir aussi une esthétique plus rapide et plus simple, tu en avais déjà parlé. Ça permet d'aider à la conception. Donc nous allons parler principalement de 2 familles de produits aujourd'hui. Donc les adhésifs instantanés cyanoacrylates et après les produits UV. On va commencer d'abord par les cyanoacrylates. On va aller un petit peu sur la partie cyanoacrylate, mais on va parler entre autres la partie hygiène et sécurité. Donc je te laisse la main. Alors avant d'aller plus en détail sur ce sujet, santé-sécurité, nous avons une petite question pour vous. Vous allez la voir apparaître sur votre écran. Alors, faites-vous attention à l'étiquette du produit, notamment pour savoir si sa formulation contient des substances dangereuses. Donc, vous avez à peu près 30 secondes pour y répondre, et donc par oui ou par non. Et Guillaume, pendant ce temps, tu pourrais nous dire ce qu'on peut retrouver sur l'étiquette. Je vais essayer de ne pas vous perturber pendant que vous répondez, mais effectivement, sur l'étiquette, alors il y a des parties, des informations produits d'un côté qui sont propres à l'Optique, et après il y a une partie réglementaire qui est obligatoire, qui est la même en Europe et en France pour tout le monde. On va avoir des pictogrammes, comme ici, quand il y a besoin. Alors, des pictogrammes ici, là, j'espère que vous les voyez. Je vais prendre un plus gros flacon. Voilà, celui-là, j'ai pris un gros flacon exprès. Donc voilà, des pictogrammes qu'on peut voir ici, pour dire par exemple que le produit là est irritant pour les voies respiratoires et les yeux. On peut avoir des phrases de risque aussi, la cyanoacrylate, et vous connaissez tous, ça peut coller les doigts ou les yeux très rapidement. Il faut faire quand même assez attention quand on l'utilise à la maison ou en entreprise. Et après, il y a marqué effectivement le type de composants qu'il peut y avoir dessus. On note pas tous les composants de la formule, mais seulement ceux qui sont obligatoires d'un point de vue hygiène et sécurité. Et après, bon, il y a d'autres informations comme qui contacter en cas de problème, le nom du vendeur, etc. Mais il y a effectivement entre autres des informations
hygiène et sécurité, moins en détail que la FTS. Il faut que j'arrête de parler, c'est ça. On va y passer juste après. On regarde juste les réponses au sondage. Alors, oui, ça confirme bien ce qu'on pensait sur les industriels, car ils font de plus en plus attention à la santé de leurs utilisateurs finaux et à l'environnement. Donc, on va pouvoir plus rentrer en détail sur ce sujet. Je pour après. Donc, effectivement, nous avons fait différents développements ces dernières années. Alors, d'une part, parce qu'effectivement, c'est une demande des industriels, et puis aussi parce que Amkel a une responsabilité d'un point de vue environnemental et sociétal. Donc, essaye de développer des produits toujours plus safe. Je ne sais pas comment on dit en français, plus sécurité à utiliser, plus sécurisé. Donc, on a fait des reformulations, entre autres des cyanoacrylates, sur différents points. Alors, vous retrouverez sur certains packaging, comme par exemple celui-là, donc le petit 402, un petit HQ barré, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ça veut dire qu'en fait, on a substitué l'hydroquinone qu'on rajoutait à l'intérieur. L'hydroquinone est un stabilisant très classique dans les cyanoacrylates, mais qui a évolué en fait en classification ces dernières années. Et voilà, il y avait pas mal de monde qui voulait ne plus en avoir dans les cyanoacrylates. Et donc on l'a substitué avec des matières premières qui jouent toujours le rôle de stabilisant, mais qui ne sont pas étiquetées. Le but étant de garder les propriétés initiales du produit aussi. On a aussi la petite croix, Elias, j'ai l'impression que sur. On a la poitrine éclatée, effectivement barrée. Les cyanoacrylates n'ont pas la poitrine éclatée, mais il y a un composé dedans qui est le MMBP. C'est l'acronyme d'un produit, je ne vais pas le citer, il est un peu long, qui est pareil, un stabilisant aussi. Et certains cyanoacrylates pourraient prendre cette poitrine éclatée à la fin de l'année si on ne reformule pas les produits. Pardon. Et donc on a reformulé certains produits pour pas que la poitrine éclatée apparaisse. Et on le verra tout à l'heure, on a aussi des produits qui ont des solvants, comme le 770 dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avaient historiquement la poitrine éclatée, mais pareil, on les a reformulés pour plus qu'il y ait cette poitrine éclatée dessus. Donc voilà, merci. On améliore l'hygiène et sécurité tout en conservant les performances historiques des produits. Et du coup, je peux continuer à en parler. Alors, ici, nous pouvons voir les produits qu'on a reformulés il y a 2 ans, je crois, l'année dernière, je ne sais plus. Le temps passe vite. Donc, nous avons reformulé ces produits-là pour substituer l'hydroquinone et parfois le MMBQ. Donc là, on est sur, pas tous les produits, mais on est sur les produits assez standards. La Loctite 401, donc c'est celle que j'ai utilisée tout à l'heure. C'est une cyanoacrylate fluide, très polyvalente, et elle adhère bien entre autres sur les matériaux poreux ou acides, comme parfois le papier, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cyanoacrylates. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire ma démonstration. J'ai quand même bien choisi mon produit. Un autre produit, la Loctite 406, qu'on retrouve ici d'ailleurs. Ça c'est un petit kit collage plastique difficile. On a le primaire dont je parlais tout à l'heure, et la Loctite 406 qui fonctionne très bien sur les plastiques, sur les élastomères, et les deux ensemble fonctionnent très bien également. Mais la 406 donc voilà, peut être utilisée seule. On a une viscosité faible également, et on colle très bien la plupart des caoutchoucs et plastiques. T'as du mal avec ça. Alors toutes les cyanoacrylates, comme on disait tout à l'heure, prennent très rapidement. On va voir, la 3090 c'est un peu différent. La Loctite 454, là on est sur une formule gel qui est assez polyvalente aussi, qui pareil fonctionne bien sur les matériaux acides et poreux, qui existe alors en tube là comme vous voyez à l'écran, mais ça existe aussi en plus petits tubes, pas pour de l'usage unique mais quasiment, ou en plus gros comme ça, en cartouche, donc 300 millilitres, qui va permettre de faire des applications souvent automatisées en fait en cartouche. Elle a une consistance gel, et c'est pour ça qu'on la met en cartouche ou en petit tube, parce que naturellement elle ne coule pas. C'est d'ailleurs un de ses avantages. Je vais pouvoir la mettre sur des surfaces verticales par exemple, et elle ne va pas couler. Elle va me permettre aussi de prendre en jeu avec des activateurs, comme on va voir tout à l'heure.
Toujours en consistance gel, mais ce coup-ci en bicomposant. On a la Loctite 3090 qui est ici. On a un petit poussoir qui n'a pas été mis avec, mais il a dû rester dans le carton. Un petit poussoir, partie A, partie B, une petite gousse de mélange. Et donc on va ressortir un produit qui est de consistance gel. Merci. On va ressortir un produit qui est de consistance gel et qui va, grâce au côté bicomposant, polymériser même en jeu. Donc je vais effectivement avoir le côté cyano rapide si j'ai peu de jeu. J'ai le côté polyvalent sur les matériaux grâce au cyano, parce que les cyanos sont quand même très polyvalents. Et quand j'ai du jeu, ben, ça va prendre aussi. On a une prise de l'ordre de 2 minutes, donc ça reste quand même assez rapide comme produit. Et les produits à trace blanche plutôt. Oui, tout à fait. Les produits à faible trace blanche. Ah oui, pardon, c'est important de préciser. Une des limites en fait des cyanoacrylates, on va dire classiques, c'est les petites traces blanches qu'on peut retrouver autour des zones de collage. On le voit quand on a parfois des vieux flacons, ce qu'on n'a pas sur les tables. Donc d'un point de vue esthétique, c'est pas forcément terrible. Et ça vient en fait du fait que le monomère, donc les petites molécules qu'il y a dans le cyanoacrylate, s'évaporent et vont aller se redéposer autour et coller autour de la zone de collage. Donc c'est pas esthétique, mais ça fragilise pas le plastique. L'autre problème, c'est que ces petites molécules qui s'évaporent, c'est celle-là qui irrite en fait les yeux et les voies respiratoires. Donc je montrais tout à l'heure par exemple un produit qui est un produit on va dire standard, il a le petit point d'exclamation pour dire attention irritant. Et un produit comme la 460, qui est la première que vous voyez là sur la diapo, il n'y a pas de pictogramme. Puisqu'effectivement, il n'y a pas ces traces blanches, il n'y a pas ce monomère qui vient nous piquer le nez. Après, ce qui change avec les différents produits, c'est la viscosité. Donc 460, on est sur une viscosité faible, 403 plutôt moyenne, et 408 capillaire, donc qui est vraiment très fluide, et qu'on peut même déposer après avoir assemblé les pièces si besoin. Toujours dans les gammes, et oui, on a amélioré, je disais, effectivement, là, on revoit les cyanos classiques, mais on a amélioré effectivement l'hygiène et sécurité sur ces produits-là. D'autres produits complémentaires, pas toujours indispensables, mais complémentaires à la gamme cyanoacrylate. Il y a les activateurs, il y a 2 exemples à gauche sur l'écran, comme le 7452 ou 7455. Alors là, j'ai que le 7452 sous la main, mais voilà, il est là. Donc on les a reformulés pour qu'ils soient mieux d'un point de vue hygiène et sécurité. Alors à quoi ça sert un activateur? Parce que j'étais parti pour oublier de le dire. Donc un activateur, en fait, ça va servir à polymériser encore plus rapidement, s'il y a besoin, la cyanoacrylate. Soit parce que le matériau n'est pas très réactif, on va dire, soit parce qu'il y a du jeu entre les pièces. On peut l'utiliser en préactivation. Dans ce cas-là, je le dépose sur ma pièce, j'assemble mes pièces normalement. Soit en post-activation, je fais mon collage, et quand il y a un débord, hop, je mets un petit peu d'activateur, et ça va geler les débords d'adhésif. En gelant les 2 bords d'adhésif, j'évite le phénomène de blooming, si des fois il y aurait pu en avoir, et puis ça me fixe immédiatement mes pièces, puisqu'en fait tout le débord est polymérisé. Donc ça, c'est des activateurs. Après, on a des primaires, dont le SF770, que je vous ai montré tout à l'heure, qui va permettre de rendre collable. Ouais, je l'ai montré plusieurs fois déjà. Ouais, voilà, je vais arrêter de le montrer. Non. Donc, qui permet de rendre collable des matériaux qui sont initialement difficilement collables, voire considérés par certaines personnes comme impossibles à coller. On a pour exemple ici un assemblage. Alors, mince, j'ai dû la laisser derrière. Je n'ai pas d'autre. Enfin, on a un assemblage ici métal, silicone, polypro. Mais j'ai des assemblages aussi polypro, polyéthylène, silicone. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors je peux tirer dessus, hein. Ça ne lâche pas. Donc en fait, on dépose le primaire sur la surface, ça le rend collable, ça rend la surface collable, pardon. Et après on colle normalement, comme avec une cyanoacrylate classique. Et donc pareil, ce produit-là aussi était reformulé pour faire disparaître la petite poitrine éclatée qu'il y avait dessus. Très bien, donc là on a la petite nouveauté, le type 402. Donc, ouais. Pour rappel, vous pouvez demander à avoir un échantillon de ce produit, il est juste ici. Et Guillaume, je te laisse développer les améliorations. Les produits qu'on avait vus précédemment, en fait, sont des produits assez historiques. Le plus récent, c'était le 3090, qui date de 2010, je crois, et sur lesquels on a fait des petites améliorations hygiène et sécurité.
Le Loctite 402 est un produit vraiment tout nouveau qui a été développé pour avoir plus de performance, plus de durabilité dans des conditions très difficiles, entre autres en vieillissement thermique, puisqu'on vieillit très bien en température jusqu'à 135 degrés, alors que les cyanoacrylates classiques qu'on a vus tout à l'heure sont limités en général à 80 ou 100 degrés. Voilà, là on est à 135 degrés, un très bon vieillissement thermique encore, un bon vieillissement chimique. Il adhère bien aussi sur les métaux peu préparés, sur certains métaux peu préparés. Donc voilà, c'est une nouveauté basée sur des technologies qui existaient déjà, mais la formule globale est quand même totalement nouvelle. Et du coup, on l'a développée initialement, c'est pour ça qu'il y a le petit HQ barré, sans ajout d'hydroquinone à l'intérieur. Donc bien d'un point de vue hygiène et sécurité aussi. Alors, comme je disais tout à l'heure, on va parler quand même de deux familles de produits. Donc les produits cyanoacrylates qui polymérisent comme ça. Alors c'est grâce à l'humidité qu'il y a sur les pièces, mais dès qu'on accoste les pièces, ça colle. Et maintenant, on va voir les produits photopolymérisables, qu'on appelle de temps en temps UV. Donc c'est des produits qui vont polymériser grâce à la lumière, en fait, avec une lumière UV. Les deux premiers que vous pouvez voir, 4310 et 4311, ça fait la transition entre les deux. C'est des cyanoacrylates qui peuvent polymériser avec les UV. Donc, si j'ai du jeu et des pièces transparentes, je vais pouvoir insoler et le produit va durcir en jeu. Si j'ai des débords de produits, je peux venir insoler plutôt que de mettre un activateur et du coup, ça va me geler les débords. Bon, après, ils ont d'autres performances particulièrement intéressantes. Ils sont d'ailleurs, avant que j'oublie de le dire, médicaux tous les deux. Enfin, médicaux. Ils sont dans la gamme médicale Loctite. Ça veut dire, entre autres, qu'ils ont passé un test, des tests basés sur l'ISO 10993, qui est une procédure bien connue dans le médical. Les autres produits de la ligne en bas, là, 3951, 3953 et 3921, sont aussi des grades médicaux. Donc, entre le 4310 et 4311, la viscosité qui change. Et voilà, polymérisation UV et polymérisation acrylique. Les autres produits sont des purs UV, ils ne polymériseront qu'avec les UV. Il faudra leur apporter de la lumière. On fera une démo d'ailleurs au prochain webinaire. Au prochain webinaire, je ne sais plus si on dit après, mais on parle de vraiment un peu plus la mise en œuvre. Ça fait partie de la mise en œuvre de venir insoler les produits UV. Tout ça pour dire que oui, 3494, c'est un produit qui colle particulièrement bien sur le verre, mais aussi sur pas mal d'autres matériaux. Loctite AA 3951 et 3953, on est sur des produits qui marchent bien sur des substrats souples, avec des viscosités différentes. Et Loctite 3921, produit assez polyvalent, plutôt fluide. C'est juste un petit extrait de notre gamme. Il faut que j'arrête de parler parce que je crois qu'on n'est pas bon d'un point de vue timing. Mais voilà, on a une gamme encore plus large. N'hésitez pas à nous consulter en cas de questions. Donc, merci pour cette présentation d'une partie de notre gamme d'adhésifs, Guillaume. Et on a le dernier cas d'application, qui est un cas d'assemblage de pièces cosmétiques. C'est bien ça, Marie? Oui, tout à fait. Alors, tout à l'heure, on vous a parlé de quelques exemples du quotidien. Donc là, vous avez un cas concret d'application dans le domaine de la cosmétique. Alors, la cosmétique est effectivement un milieu qui utilise beaucoup les technologies que vient de vous présenter Guillaume, à la fois les cyanoacrylates ou les colles UV. La raison est simple, ça concerne donc les matériaux qui sont utilisés, qui peuvent être variés. On va retrouver du polyamide, de l'ABS qui se colle plutôt facilement, du polyéthylène et du polypro, comme on a vu, qui sont plus difficiles à coller et pour lesquels on peut néanmoins proposer des solutions avec l'utilisation d'un primaire. Ils vont utiliser des matériaux métalliques, du verre ou du carton, pour être sur des matériaux très, très variés. Donc, l'intérêt d'utiliser des cyanoacrylates dans cette industrie du cosmétique va être principalement lié au fait que les pièces sont généralement de petite taille, assez peu de jeu entre les pièces, et donc des matériaux divers, voire difficiles à coller. Donc, dans le cas de ces matériaux, dans le monde du cosmétique, généralement, les produits phares vont être le Loctite 401, on a vu tout à l'heure en démonstration, qui est polyvalent, qui va fonctionner sur la plupart des surfaces. Le Loctite 406, utilisé avec le primaire SF 770 dans le fameux kit polyoléphine qu'on vous a présenté à plusieurs reprises,
pour le polypropylène et le polyéthylène difficile à coller. Et puis la 460 et la 4310 qui sont des produits à faible trace blanche puisque dans le cosmétique, l'esthétisme est important. Autre famille, les UV, qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'industrie du cosmétique, comme vous a présenté il y a quelques instants Guillaume. Pour des raisons simples de transparence, on a besoin d'esthétisme et de matériaux transparents dans le monde du cosmétique, donc les UV sont régulièrement utilisés. Et autre point important, c'est des produits qui tiennent très bien au jus de parfum, donc qui fait partie des critères de résistance aux contraintes dans ce milieu qui est celui de la cosmétique. Donc très rapidement, on a dépassé le timing sur la partie présentation. C'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais alors, je ne sais pas si c'était très clair, mais les adhésifs UV, effectivement, il y a plusieurs grades qui sont très transparents et qui permettent de faire des collages totalement invisibles. Donc c'est vrai que, enfin, je reformule ce que tu disais, c'est ça qui les rend intéressants avec cosmétiques. Il y a d'autres produits d'ailleurs qu'on voit un petit peu sur cette petite roue qu'on utilise dans les cosmétiques ou dans d'autres assemblages plastiques. On peut, dans les questions, revenir en détail dessus si besoin. On va choisir d'autres produits quand on va être dans des conditionnements environnementaux assez extrêmes. On parlait par exemple, enfin la solution ça peut être par exemple les époxys. On a quelques cas d'application avec les époxys d'ailleurs dans le cosmétique par exemple. Quand il va y avoir des vibrations et des chocs, on va pouvoir utiliser par exemple les mastiques MSP ou SMP. Ça dépend dans quelle langue on le met. Quand on va avoir des matériaux difficiles à coller ou avec du jeu, on va pouvoir utiliser des acryliques comme le Loctite AA3038 qu'on a vu tout à l'heure, ou parfois des hot melt d'ailleurs, qu'on utilise, donc des thermofusibles qu'on utilise parfois aussi dans les cosmétiques d'ailleurs, pareil. Et quand on aura besoin d'une résistance chimique très importante, les silicones peuvent être particulièrement intéressants, que ce soit dans l'automobile ou dans les cosmétiques pour résister aux fluides un petit peu agressifs. Et quand on va avoir des grandes zones de collage, les polyuréthanes, donc le PU là qu'on voit dans la zone rouge, peut être particulièrement intéressant. Sur les hybrides qui sont en bas à droite, c'est un produit comme le Loctite HY4090 qu'on a vu tout à l'heure. Ils sont assez polyvalents, ils sont rapides, résistants chimiquement, polyvalents sur les matériaux. On peut les retrouver effectivement dès qu'on a besoin un petit peu de ces solutions en plus et de prise en jeu par rapport à ce qu'on a vu avant. Mais n'hésitez pas à poser des questions et puis on reviendra dessus. On se fera plaisir de revenir dessus. Alors, merci Marie et Guillaume pour toutes ces explications. On va maintenant attaquer la partie questions-réponses. On va répondre à vos questions. Donc, s'afficher à l'écran. Alors, la première question. Bonjour, comment coller deux surfaces de UHMWPE SPE? Merci. Alors, alors faudrait vérifier, mais est-ce que alors PE, je pense que ça doit être polyéthylène, et je pense que c'est une question de densité en fait, mass weight. Je pense que c'est des à confirmer, mais est-ce que vous voulez parler de polyéthylène très haute densité? Et dans ce cas-là, pour moi en fait, on est sur ce cas-là en fait. Là, on est sur du polyéthylène très haute densité. Après, il va falloir avoir un petit peu plus d'autres informations, quel va être le jeu entre les pièces, quelles vont être les contraintes environnementales, en température, résistance, est-ce qu'il y a des contraintes chimiques, thermiques, etc. Quelques exemples qu'on a pu voir aujourd'hui. Ici, là, je suis sur un assemblage, quelque chose qui vieillit à température ambiante, où on a du polyéthylène haute densité collé sur un autre matériau, mais ça pourrait être collé sur lui-même. On peut utiliser du primaire et du cyano. L'olefine, voilà. le SF770 avec la 406. Ouais. Donc ça permet de faire un assemblage en manuel ou automatisé, prise très rapide. Si j'avais du jeu, je pourrais utiliser celui que j'ai montré tout à l'heure, le Loctite AA3038. Donc on est sur un produit bicomposant qui va se mélanger et qui après va pouvoir polymériser en jeu. Si on a une très grosse cadence de production, mais pas beaucoup de sollicitations, ça peut être certains hot melt. On peut faire des traitements aussi de surface, comme du corona, du flammage, etc. Il faudra avoir un petit peu plus de détails sur la question. Voilà, il y a plein de solutions. Ouais, désolé, en fait, du coup, il y a plein de solutions. Il faudra avoir un peu plus de détails. Et bien préciser, effectivement, que vous voulez parler de polyéthylène haute densité, donc du polyéthylène dur.
La seconde question. Quelle est la nature chimique de ce produit? Alors, c'était au bout de 10 minutes. Qu'est-ce qu'on avait comme diapo au début? Alors, c'était peut-être à propos du primaire. Ouais, préciser peut-être. Et puis, si c'est précisé, eh ben on précisera. Et sinon, c'est peut-être à propos du primaire. Donc, on reviendra dessus tout à l'heure. Prochaine question. Elle s'affiche toute seule, la question? Ça arrive. Et le stress cracking de la 4090 sur PC? Très bonne question. Non, le 4090 ne fait pas de stress cracking sur le polycarbonate. Certains adhésifs peuvent faire du stress cracking sur le polycarbonate, mais normalement le 4090 en fait pas. Mais effectivement, dans les adhésifs on va pas lister ceux qui pourraient poser problème au risque que vous les preniez pour coller du polycarbonate. Effectivement, non, mais le 4090 ne fait pas de stress cracking sur le polycarbonate. Et donc j'imagine que c'est une question posée par quelqu'un qui a déjà eu le problème. C'était pas ça la nature chimique justement sur l'hybride dans ces cas-là? C'était, vas-y, Aurélie. Parce que c'était la question sur... C'est pas la même. Ah non, c'est ça, oui, d'accord. On a une autre question. Alors, principale préoccupation sur les cyanos, conditions de stockage sur la température, trop lourde et surtout pas garantie entre sortie de fabrication Henkel et les utilisateurs finaux. Effectivement, ça peut être pour les cyanos une des limites. Les cyanoacrylates réagissent en fait assez rapidement. Et du coup, on recommande de les stocker au frais entre 2 et 8 degrés. Si vous les stockez dans ces températures-là, vous aurez les performances initiales en sortie d'usine jusqu'à 2 ans la plupart du temps du conditionnement. Donc si vous avez un conditionnement qui est adapté à votre consommation, et c'est pour ça qu'on a mis entre autres des petits conditionnements, des gros conditionnements aujourd'hui. Donc si c'est des petites consommations, il y a du quelques grammes, ensuite il y a du 20 grammes, et puis après on a du 300 grammes, et voire plus gros, c'est du 500 grammes d'ailleurs ça. Donc ça c'est la première problématique. Après c'est une question de temps aussi, de durée de stockage. C'est vraiment pour le stockage qu'il faut laisser le produit entre 2 et 8 degrés. Pour le transport ou au cours de l'utilisation, le produit peut être à température ambiante sans souci. J'espère que j'ai répondu à la question. Si c'est pas clair, tu reformules. Ou si j'ai oublié un truc. On a une autre question. Quel colle pour quel plastique et comment savoir de quel type de plastique s'agit-il? C'est une très bonne question, ça. Alors, on va commencer par identifier le plastique, effectivement. Alors, le mieux, c'est de demander au fabricant de la pièce quel plastique vous avez utilisé. Si ça vient d'Europe, normalement, c'est bon. Si ça vient de Chine, vous n'êtes pas sûr de l'information, sans vouloir. Enfin, bon. Donc, voilà, demandez au fabricant quelle matière il s'agit. Ensuite, si vous devez identifier le plastique qui est dessus, il y a différentes méthodes, mais je vous encourage plutôt à aller voir sur Internet pour voir comment faire. Voilà, il y a toute une procédure. Après, une autre solution peut être de dire bon, je ne sais pas trop quel plastique c'est, mais je vais tester. Et puis si ça marche pas, je mets un primaire parce que c'est un plastique difficile à coller. Après, quelle colle utiliser pour quel plastique? On l'a pas mis là, mais peut-être qu'on pourra le mettre à la prochaine formation. On a une petite brochure. On pourra peut-être la mettre d'ailleurs en lien à la prochaine formation. On a une petite brochure avec un petit tableau et on dit voilà, pour tel plastique, vous pouvez utiliser ça, ça, ça et ça comme adhésif. Avec des fois, c'est n'y allez pas, et des fois, c'est ça peut marcher, et des fois, c'est ok, allez-y, il n'y a pas de problème. Tu le notes quelque part? Vas-y, je te laisse noter. Encore une autre question, comment conserver des flacons de cyanoacrylate entamés? Donc ça revient un petit peu à la question de tout à l'heure. J'aurais dû aller dessus d'ailleurs, parce que c'est une question assez récurrente et pertinente. La cyanoacrylate, comme je disais, on la conserve au frais. Avant de l'utiliser, on la sort du réfrigérateur, on va dire. Si c'est un petit conditionnement, on le sort 1 heure avant, c'est bon. Si c'est un gros conditionnement, on le sort au moins la veille. Parce qu'en fait, il va y avoir une certaine inertie thermique. Et quand je vais ouvrir mon flacon, il y a un petit peu d'air qui va rentrer. Et l'air est humide. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la cyano, elle polymérise avec l'humidité, donc elle durcit avec l'humidité.
Et donc, je vais avoir un petit peu d'air qui va rentrer et qui va commencer à déstabiliser un peu la sienne. Si je le laisse à l'extérieur, si je ne fais pas une grande ouverture, hein, d'ailleurs c'est entre autres pour ça qu'on a fait petites ouvertures, il n'y a pas beaucoup d'air qui va rentrer, donc ça va être relativement stable. Donc si on utilise la cyano tous les jours, ou on va dire une fois par semaine, on la laisse ouverte, on referme le flacon après chaque utilisation. J'en ai pas là, mais on a des équipements spéciaux pour ces gros conditionnements-là, pour éviter justement qu'il y ait de l'humidité qui rentre aussi. Et donc voilà, on essaye de ne pas la laisser ouverte, on la consomme assez rapidement. En général, si on la consomme en 4 semaines, la cyano ne bouge pas. Si on ne l'utilise pas très fréquemment, si je l'utilise par exemple une fois par mois, je l'utilise, je la referme bien et je la remets au frais jusqu'à la prochaine. J'espère que j'ai répondu à toute la question. Alors, des recommandations pour l'assemblage de pièces plastiques avec des métaux, notamment galets plastiques, souples, caoutchouc et rigides sur axe métallique. Alors, des recommandations. Alors, galets plastiques. Je vois pas à quoi ça peut correspondre les galets plastiques sur axe métallique. Après, un petit peu comme tout à l'heure, souvent ce qu'on dit aux clients, c'est que vous connaissez bien votre application. Nous, on connaît bien nos cols. Donc en fait, il faut nous donner plus de détails sur votre application. Puis on pourra regarder quel col convient le mieux. Quand on est sur du plastique et du caoutchouc, les cyanos en général, ça marche bien. Sur les métaux, les cyanos, ça marche bien. Après, il faut regarder les contraintes qu'il y a dessus. Ça me faisait penser, mais peut-être à tort, de temps en temps, il y a des applications où tu as des chocs, entre autres quand tu as des aimants ou quand tu as des petits galets. Et dans ce cas-là, quand il y a des chocs importants, on va utiliser des cyanos qui résistent mieux aux chocs. Alors, il y a la 435 que j'ai montré tout à l'heure, là, ou la 480 qui est ici, qui est noire, c'est la 480, mais c'est bon, qui est noire, qui résiste très très bien aux chocs et qu'on utilise beaucoup quand on a du collage d'aimants, par exemple. Donc, il faudra avoir un petit peu plus de détails. Mais peut-être que les cyanoacrylates pourraient être une bonne application. Alors, une autre question. Quels avantages circonstances UV vs non UV? Tu veux répondre ou parce que j'arrête pas de parler? Oui, je vais aller, je continue. Ok, bien lancé. Je fais des commentaires si besoin. D'accord. Alors, les UV, l'avantage, c'est qu'ils vont vraiment être polymérisés à demande. On le verra au cours du prochain webinar. Je ne sais pas trop anticiper. Je dépose l'adhésif, j'assemble mes pièces, il ne se passe rien du tout. Je peux reassembler mes pièces si besoin. Et au moment où je l'insole, donc j'apporte de la lumière, là ils vont durcir. Et une fois qu'ils seront durs, ils seront quasiment à 100% de leur performance. Et donc je peux éventuellement les tester mécaniquement tout de suite après. Donc c'est vraiment, hop, alors je fais comme ça. De temps en temps c'est 2 secondes, ça dépend de la lampe, etc. Mais voilà, ça peut être en quelques secondes. Donc quand on a besoin d'une prise rapide et sur demande, les UV, c'est quand même une très bonne solution. Après, il y a une limite, c'est qu'il faut quand même déjà qu'il y ait un substrat qui soit transparent aux UV. Je pense au collage, là, si on fait un collage de caoutchouc sur métal comme il y avait tout à l'heure, les caoutchoucs, c'est rarement transparent, les UV, ça ne sera pas une bonne idée la plupart du temps. Donc il faut qu'il y ait au moins des substrats qui soient transparents et il faut avoir une lampe aussi. Donc, si on n'a qu'un collage à faire de temps en temps, les UV, ce n'est pas toujours très intéressant. Par contre, quand on a de la cadence, on parlait du stockage de la cyano tout à l'heure. L'avantage des UV, alors, si on en a un là. Les UV, là, il est dans un tube qui est noir, en fait, donc qui est opaque à la lumière. On le conserve à température ambiante, et en fait, tant que je n'ai pas mis de lumière dessus, le produit ne bouge pas. Donc, c'est super, super intéressant. Donc, voilà, niveau stabilité, il est quand même très, très intéressant. Après, on disait, il y a aussi une très bonne résistance chimique, bonne polyvalence sur les matériaux, transparent. Faut que je passe à la question suivante. Alors là, c'est la dernière question. Peut-on coller une surface en peinture époxy et une autre en cataphorèse? Cataphorèse, pardon. Effectivement, c'est possible. Ça pourrait se faire avec quelques-unes des colles qu'on a vues aujourd'hui, mais ça ne serait pas forcément les premiers choix. La 40-90, ouais, la 40-90 pourrait bien marcher. La 30-38 aussi, on l'a vu tout à l'heure, mais ce ne serait pas forcément indispensable. Après, ça va toujours pareil, dépendre des autres contraintes. On parlait tout à l'heure des
SMP, donc des produits un petit peu souples ou des silicones même, hein, d'ailleurs. Pareil, produits souples. Donc si on a besoin de souplesse, ça peut être ces solutions-là. Si on a besoin d'un collage plus rigide, ça peut être les époxys, donc les produits bicomposants. J'en avais pas un sur la table? Non. Ok, il y en a là. Voilà. Donc voilà, produit bicomposant comme celui-là, qui va donc pouvoir prendre en jeu et qui va très bien adhérer sur les surfaces. On y revient dans 15 jours. Ouais, c'est ça, voilà. Exactement. S'il y a des questions, d'ailleurs, après, on peut les... On a un peu dépassé, donc... Ah bon, d'accord. Non, mais on peut y répondre ou pas? On fera comment? Oh, on y répondra au prochain, pardon. Ok, donc on y répondra au prochain. Pardon. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir participé. Et merci pour vos questions. Merci Marie et Guillaume de nous avoir expliqué et présenté ce webinaire. N'hésitez pas à vous inscrire à notre prochain webinaire qui, lui, rentrera dans les dernières étapes du collage plastique. Donc, on ira plus dans le concret avec des cas d'application précis. Donc, inscrivez-vous juste en bas de votre écran, comme je vous l'avais montré au tout début. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, et vous inscrire à notre newsletter. Donc, vous retrouverez également plus d'infos sur nos solutions sur notre site internet, www.enkel-adhésif.com. Et merci à tous. On espère tous vous revoir à notre prochain webinaire dans 2 semaines. Et bonne journée. Merci, au revoir. Merci.